Pascal, son rôle dans les sciences, eh bien, pour pouvoir bien le comprendre, il faut se souvenir de cette métaphore de Bernard de Chartres, qui est un penseur du XIIe siècle, et qui disait que nous sommes tous des nains sur les épaules des géants. Voilà. Et donc tous ceux qui ont laissé leur nom dans l'histoire, leur nom à des travaux particuliers, eh bien, ont tous été grimpés sur les épaules de géants. Et il se trouve que Pascal, il a surtout servi de courte échelle à un certain nombre de scientifiques dont vous connaissez les noms, mais il est vrai que son œuvre scientifique n'est certainement pas au niveau de celle de Newton ou de Galilée. Alors Pascal, il a été physicien, mathématicien, inventeur, mais aussi et peut-être surtout philosophe, moraliste, théologien et un homme de lettres hors pair, puisqu'il maîtrisait la langue française à la perfection, langue dans laquelle il a choisi de s'exprimer et de publier, ce qu'il faisait d'ailleurs avec une grande clarté et une limpidité sans égale. Alors Pascal, c'est un personnage très éclectique, touche à tout de génie. Je citerai Chateaubriand qui, un siècle et demi après le décès de Pascal, a commis un portrait du personnage, et il termine ce portrait en parlant d'un effrayant génie. Voilà, certains d'entre vous le savent déjà. Pascal était très éclectique, et son œuvre philosophique reste d'une portée certainement beaucoup plus importante que sa contribution scientifique. Ainsi, il est vrai que j'ai pu avoir quelques échanges avec un philosophe spécialiste de Pascal qui s'appelle Pierre Guénantia, qui a commis une thèse de 3e cycle qui a été publiée avec le titre La physique de Pascal, du vide à Dieu. Et donc Pierre Guénantia a un peu enquêté pour savoir quelle était la renommée de Pascal, de quelle manière il était perçu et sa contribution. Et en fait, eh bien, on ne trouve aucune allusion à Pascal chez Bachelard, aucune chez Feyerabend, aucune chez Lakatos, chez Kuhn ou chez Popper. Rien du tout. Depuis le début de l'année 2000, il y a un certain nombre d'ouvrages collectifs importants qui ont été publiés sur les sciences, et Pascal apparaît comme un scientifique secondaire. Or, vous allez voir qu'il a fait un certain nombre de choses qui ont particulièrement aidé des scientifiques d'un immense renom, qui n'auraient peut-être pas accompli ce qu'ils ont accompli si Pascal n'était pas passé avant eux. Alors, pour introduire sa façon de penser et ce qui lui a permis, ce qui l'a guidé dans ses travaux, je vais vous faire 2 citations de Pascal qui situent le personnage lui-même, et puis qui situent sa façon d'aborder les problèmes scientifiques auxquels il s'est intéressé. La première citation, c'est issu des Pensées. 2 excès. Exclure la raison, n'admettre que la raison. Effectivement, quand on regarde Pascal, il a fait des sciences, et puis voilà, il a été théologien, il s'est intéressé à des choses qui ont beaucoup plus rapport au fonctionnement des humains qu'à la science elle-même. Deuxième citation, un petit peu plus longue, et qui renvoie à son travail scientifique, qui nous permet de comprendre comment il s'est orienté. Donc, c'est sur les 2 infinis. Donc Pascal nous dit, qu'est-ce qu'un homme dans l'infini? Qu'est-ce qu'un homme dans la nature? Le néant à l'égard de l'infini. Un tout à l'égard du néant. Un milieu entre rien et tout. Infiniment éloigné de comprendre les extrêmes. Donc Pascal s'est beaucoup intéressé aux infinis, l'infiniment petit et l'infiniment grand. Et il ajoute, la fin des choses et leurs principes sont pour lui invinciblement cachés dans le secret impénétrable, dans un secret impénétrable. Et cette petite phrase est tout à fait
tout à fait en accord avec ce que les scientifiques aujourd'hui pensent de plus en plus. Quand on regarde ce qui nous reste à découvrir, hein, quand on regarde par exemple que dans l'univers, on a construit un modèle de l'univers hein, avec le Big Bang et tout ce qui s'ensuit, on s'est raconté tout ce qui s'est passé, et puis on s'aperçoit que finalement tout cela on le construit à partir de l'observation de la matière que nous connaissons, et qui représente probablement 5% de la matière de l'univers. La matière noire représenterait quelque chose comme probablement 90% ou un peu plus de la matière de l'univers. Donc l'essentiel est condamné à nous échapper probablement. Alors Pascal mène des expériences sur la pression atmosphérique, il écrit un traité sur le vide, il invente la presse hydraulique, la seringue, il perfectionne le baromètre de Torricelli, et en mathématiques, sa théorie des probabilités, son traité des coniques et son traité du triangle arithmétique sont devenus tout à fait célèbres. Nous permettent de situer l'ensemble de ses contributions scientifiques en fonction de son âge. Vous voyez, donc son père, ayant perçu que Pascal avait des aptitudes particulières, a décidé de prendre lui-même en charge son éducation, et il avait une certaine idée de l'éducation. Alors il lui a dit bon, l'essentiel c'est d'abord d'apprendre le latin et le grec, pour le moment je t'interdis les maths, tu n'y touches pas avant 15 ans. Pascal même pose quelques questions, mais qu'est-ce que c'est les maths, ça sert à quoi? Alors il dit c'est, eh bien ma foi, on fait des dessins magnifiques, on fait des démonstrations qui permettent à la rationalité d'avancer dans la connaissance avec une certaine logique. Alors du coup ça l'intéresse beaucoup, hein, et à 12 ans il redécouvre et réinvente l'essentiel de la géométrie d'Euclide. Hein. Voilà. À 16 ans, eh bien, là, il avait la possibilité, la permission de commencer à travailler les maths. Eh bien, il publie son traité des coniques. Hein. Et puis ensuite, voilà, 18 ans, il invente la machine à calculer. Et puis 23 ans, il fait ses expériences sur le vide et sur la pression. Alors, pour pouvoir comprendre Pascal, il faut un petit peu le situer par rapport aux personnages qui l'ont influencé, avec lesquels il a travaillé, mais aussi les personnages qu'il a influencés, hein, sur lesquels ses travaux ont eu de l'importance. Bien, alors il y a une flèche qui relie Galileo Galilei à Torricelli, qui était son élève. Donc, je vais d'abord planter le décor, c'est-à-dire savoir où on en était lorsque Pascal a commencé à travailler. Quelles sont les épaules sur lesquelles il a grimpé. Alors, voilà l'ensemble l'essentiel des personnalités scientifiques que l'on peut voir dans la lignée de Pascal, hein, avec ceux qui l'ont précédé et ceux qui l'ont suivi. Donc Pascal s'intéresse aux infinis, l'infiniment grand et l'infiniment petit, hein, et c'est ça ce qui l'amène à, pour ce qui est de l'infiniment grand, hein, à inventer le raisonnement par récurrent, dont on vous a certainement parlé en terminale, ou dont on va vous parler, et puis l'infiniment petit, ben, il s'intéresse à ce qui est presque rien, hein, c'est-à-dire le vide. Donc le problème du vide qui a tracassé les humains depuis fort longtemps, depuis les Grecs, le problème du vide, c'est le problème du rien, le problème du zéro, hein, et donc le problème de l'origine, le problème de la création. Hein. C'est pour cela que c'est un problème extrêmement sensible. Les premières réflexions scientifiques sur le néant et sur le vide datent de la période grecque ancienne, hein, au VIe siècle avant Jésus-Christ. C'est l'idée que la nature était régie par des lois, édictées par des dieux, mais accessibles aux hommes. Voulant savoir qui nous sommes, les Grecs se demandent d'où nous venons, évidemment, et donc posent le problème de l'origine de l'univers, et se trouvent confrontés à celui du néant, celui du vide. Cependant, pour eux, l'idée que l'univers pouvait naître du néant, que l'existence
pouvait être simplement le fruit de la non-existence était absolument inacceptable. Pour les Grecs, l'univers était constitué à partir des 4 éléments, comme vous le savez sans doute, hein, donc voilà, l'eau, l'air, le feu, la terre. Ce à quoi donc, Empédocle ajouta la quintessence, hein, la quintessence que Aristote a fini par nommer l'éther. Hein. Alors l'éther, c'est un problème qui, pour lui, pour Aristote, le vide était quelque chose d'absolument inimaginable. Donc il invente cet éther qui pénètre tout l'univers, qui est là où les 4 éléments ne peuvent pas être. Et ce problème de l'éther, en fait, il a été résolu, véritablement résolu, seulement quasiment 2500 ans après. Un peu après la Renaissance, Newton a polémiqué longuement avec Huygens lorsqu'il s'est interrogé sur la nature de la lumière. Newton pensait que la lumière était de nature corpusculaire, Huygens de nature ondulatoire. Donc voilà, les corpuscules pour Newton, ça pouvait se déplacer dans le vide éventuellement. Par contre, les ondes, c'est quelque chose qui vibre. Alors qu'est-ce qui vibre? Newton interroge Huygens, mais alors qu'est-ce qui porte vos ondes? Et là, Huygens dit, bah oui, l'éther. Il a fallu attendre encore 300 ans. Alors il a fallu, évidemment, Newton dit à Huygens, mais écoutez, il va falloir la caractériser, cet éther. Quels sont les atomes d'éther, ou comment c'est constitué, qu'est-ce que c'est que cette matière? Il a fallu attendre 300 ans pour qu'Einstein, suite à des expériences magnifiques de Michelson et Morley notamment, réfléchisse, interprète ces résultats de ces expériences pour dire, eh bien, l'éther, ça n'existe pas, c'est terminé. Et donc, 2500 ans après, on est enfin débarrassé de l'éther. Alors, c'est dire à quel point des esprits forts peuvent occuper la façon de penser des humains et puis, finalement, canaliser leur imagination et les empêcher, certainement, de bien voir les choses. Alors, donc cette notion du vide, en fait, elle apparaît avec les atomistes. Leucippe, 500 ans avant Jésus-Christ, Leucippe imagine la notion d'atome, qui ensuite a été développée, poursuivie par Démocrite, hein, et pour eux, ces atomes ne peuvent se mouvoir que dans un univers infini et vide, un espace vide. Alors ensuite, après eux, il y a le poète Lucrèce qui a repris cette idée, hein, et dans ses poèmes, on trouve des traces de sa conviction de l'existence du vide. Alors, cependant, il y a aussi Leucippe, bien qu'étant convaincu du vide, évoque tout de même dans son œuvre de la nature des choses, évoque ce problème de la non-existence du vide, hein, avec l'expérience de 2 plaques de métal que l'on colle l'une contre l'autre. Donc, quand les 2 plaques de métal sont collées l'une contre l'autre, on peut les faire glisser l'une contre l'autre, mais on ne peut pas les décoller, on ne peut pas les déplacer. Donc, on ne peut pas les déplacer. Pourquoi? On ne peut pas les décoller parce qu'il n'y a rien entre elles. Hein, et donc, si on les déplaçait, eh bien, on ferait apparaître du vide. Donc, le fait qu'on ne puisse pas décoller 2 plaques de métal qui sont posées l'une contre l'autre, pour lui, est une indication que peut-être, tout de même, le vide est quelque chose d'impossible, qui n'existe pas. Platon et Aristote, donc, s'opposent fermement à cette idée du vide. Pour Aristote, le vide est absolument impossible, car il y aurait symétrie entre le haut et le bas, l'avant et l'arrière, la droite et la gauche. De là, ça veut dire que s'il y a une symétrie parfaite, on ne peut pas imaginer le moindre mouvement dans cet espace. Hein. Donc, pour lui, l'espace devenait impossible. Hein. Aristote disait comment une flèche se déplace, eh bien, elle se déplace grâce au tourbillon d'air qui l'entoure. Hein. Mais dans le vide, la flèche ne se déplacerait pas. Hein. Donc, dès lors qu'il y a mouvement, pour lui, c'est la preuve qu'il ne peut pas y avoir de vide. Alors, en plus, dit-il, si le vide existait, alors il serait quelque chose. Le vide serait quelque chose.
Et placer quelque chose dans le vide aboutirait au fait qu'au même endroit, il y aurait deux choses, ce qui est impossible selon lui. Voilà le type de raisonnement que pouvait mener Aristote. Alors il a dit des tas de choses tout à fait pertinentes, mais alors, quand il commençait à faire des sciences, parfois ça dérapait complètement, quoi. Donc finalement, Aristote érige cette idée de l'inexistence du vide en principe, hein, et c'est le principe de l'horreur de il dit la nature a horreur du vide. Hein. Voilà. Alors, les atomistes ne furent pas tout à fait les seuls à penser à cette idée du vide. Au IIIe siècle, avant Jésus-Christ, les stoïciens imaginaient que le vide puisse effectivement exister. Alors, eux voyaient l'univers dans lequel nous vivons baigné dans une substance élastique qu'ils appelaient le pneuma, et puis au-delà de l'univers, alors, voilà, il pouvait y avoir le vide avec Dieu, et puis ses anges. Alors, Empédocle fait des expériences, se pose la question du vide, se pose la question de l'air, et se demande si l'air est une matière, ou bien si c'est quelque chose qui c'est simplement de l'espace vide. Alors pour ça, il fait quelques expériences que voici, que je vous présente ici. Voilà. Donc ici, il a un récipient avec percé dans la partie inférieure et puis dans la partie supérieure. Donc ce récipient a priori est rempli d'air, donc il bouche l'extrémité supérieure et puis il entre dans l'eau, et on voit que l'eau ne peut pas rentrer à l'intérieur de son récipient. Ensuite, il retire son doigt, il s'aperçoit que l'eau, remplit le récipient. Donc ça tente à prouver que l'air c'est quelque chose, et que, à un moment donné, l'air est présent, empêche l'eau de rentrer, et ensuite l'eau chasse l'air. Donc il fait une deuxième expérience exactement du même type. Une fois que son récipient est plein d'eau, il le retire, toujours en maintenant l'extrémité supérieure bouchée, et donc l'eau ne tombe pas. Et puis il retire le doigt et l'eau tombe, donc l'eau a été remplacée par de l'air. Donc pour lui, c'est clair que l'air est une matière, et cette expérience en fait la preuve. Le rejet de l'existence du vide imposé par les penseurs soumis à Aristote, à la pensée d'Aristote, finalement posait quand même des problèmes à toute une série de personnes qui jouaient un rôle important dans la société, puisqu'il s'agissait des chrétiens. Les chrétiens, ça leur pose un problème, ce vide, puisque Dieu est censé avoir créé le monde ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien, à partir du vide. Donc, au 5e siècle, saint Augustin rejette l'idée aristotélicienne d'une substance informe préexistante à l'univers, à partir de laquelle Dieu aurait créé l'univers. Voilà, ça ne va pas plus loin que ça. Cependant, effectivement, cette idée de l'horreur du vide continue à parcourir les esprits. Alors certains pensant que peut-être le vide pouvait exister de façon furtive, comme ça, de temps en temps. D'autres rejoignent les idées des stoïciens, donc avec un vide qui aurait été à l'extérieur de l'univers. Ensuite, donc saint Augustin intervient, comme je l'évoquais, et puis Thomas d'Aquin essaie de concilier cette idée de l'absence du vide et tout de même de la chrétienté. Bon, ça n'a pas beaucoup de retentissement. Les chrétiens sont toujours gênés par cela, et Étienne Tempier, qui était évêque de Paris au XIIIe siècle, estime que nier l'existence du vide revenait à mettre une limite au pouvoir de Dieu, et donc il condamne toute publication qui évoque l'horreur du vide. 1325, son décret est annulé et l'horreur du vide fait son grand retour. Alors, où est-ce qu'on en est ? À partir de là, eh bien, les scientifiques commencent à travailler.
maintenant, ils sont là, ils sont prêts, hein, et celui qui va commencer à s'y mettre, alors ça c'est évidemment Galilée. Le premier c'est Galilée. Alors Galilée n'est pas du tout convaincu de l'inexistence du vide. Hein. Et il a fait un certain nombre d'expériences. Hein. Il remplit une bouteille avec de l'air, il chauffe cette bouteille et s'aperçoit que l'air fuit, l'air monte, hein, donc l'air s'en va. Alors ensuite, il a imaginé des expériences pour essayer de peser l'air. Comparer le poids d'une bouteille pleine d'air avec le poids d'une bouteille pleine d'eau ou d'autres liquides. Hein. Et voilà, par une démarche dont certaines subtilités ne sont pas toutes explicitées dans les œuvres de Galilée, il parvient à mesurer, il ne connaissait pas la notion de densité, hein, mais il parvient tout de même à comparer la masse de l'air, d'une certaine quantité d'air, d'un certain volume d'air, à la masse du même volume d'eau. Hein, et il évalue que l'eau est 400 fois plus pesante que l'air. Alors en fait, c'est pas si stupide que ça, parce que dans les conditions normales de pression et de température, c'est 800 fois la bonne valeur. Donc on est dans le bon ordre de grandeur. Voilà. Alors, le fait que l'air pesait, c'est quelque chose qui est tout à fait connu, hein, et même Léonard de Vinci le savait très bien, puisqu'il savait qu'on pouvait s'appuyer sur l'air pour voler, hein, d'où ces inventions de machines dont aucune n'a volé, hein, mais voilà, il a essayé d'utiliser ce concept dont il était absolument convaincu. Alors Galilée fait des tas d'expériences, des tas d'observations, voilà, et il était intrigué par une observation qu'avaient faite les fontainiers de Florence. Alors, dans le bon sens, voilà. Donc sur ce tableau, on parle de Torricelli, mais c'est plutôt Galilée qui a fait la constatation. Les fontainiers dont le travail était de remonter régulièrement des masses d'eau dans des réservoirs supérieurs au jet d'eau pour pouvoir les alimenter, s'était aperçu il remontait ces masses d'eau en utilisant le principe du siphonnage. Hein, et s'est aperçu que lorsqu'un réservoir était plus de 18 brasses au-dessus d'un réservoir inférieur, 18 brasses c'est à peu près 10 mètres, hein, eh bien il était impossible de remonter de l'eau. Impossible de remonter de l'eau, donc le siphonnage ne fonctionnait plus. Ce qui voulait dire, puisque en fait on pompait, donc on faisait le vide, hein, alors c'est un peu comme si la nature avait horreur du vide jusqu'à 10 mètres, et puis au-dessus, c'était plus un problème. Alors bon, il constate ça, il en parle à son élève Torricelli, et c'est lui, Torricelli, qui a trouvé la réponse à cela. Hein. Voilà. Il fait des expériences, non pas avec de l'eau, parce que l'eau, ça nécessite des conduits qui font plus de 10 mètres de haut. Hein. Donc il fait ça avec un liquide beaucoup plus dense, qui est le mercure. Hein. Donc aujourd'hui, on ne pourrait plus faire ça. Hein. Dans les laboratoires, on n'a plus le droit de faire ça. Voilà, le principe est indiqué ici. Hein. Donc on remplit un tube de mercure, hein, et puis on le plonge dans un bain. Quand on est sûr qu'il est bien plein, on bouche l'extrémité et on le retourne dans un bain de mercure. Donc le tube est censé faire quelque chose comme 1 mètre de haut. Hein. Donc il est absolument plein. On le retourne dans un bain et on s'aperçoit qu'il y a un vide qui se crée au sommet du tube. Un vide qui est toujours le même. Hein. Voilà. Donc on voit là quelques illustrations de ces expériences, avec ici sur la droite un baromètre. Hein. Voici diverses expériences de Torricelli. Hein. Donc il prend des tubes de différentes hauteurs, de différentes formes, hein, et il s'aperçoit que, quelle que soit la forme, quelle que soit la hauteur du tube, hein, eh bien, le mercure diminue jusqu'à une hauteur qui est toujours la même au-dessus de la hauteur du bain. Voilà, alors donc son idée c'est que il y a une pression qui est exercée et surtout l'idée c'est que au-dessus du mercure, il semble bien que ce soit le vide, il n'y a aucune raison qu'il y ait quoi que ce soit. Alors Pascal
avant de ces expériences, grâce à Roberval, qui suit les choses de près, et il décide de les refaire, ces expériences, hein, pour les contrôler. Ça l'amuse beaucoup. Alors après, il se dit, mais le mercure, 76 cm, on ne parlait pas en centimètres à l'époque, mais voilà, peu importe, ça n'est pas beaucoup. Si j'utilise un autre liquide, je vais le faire avec d'autres liquides. Il y a un autre liquide beaucoup moins dense, voilà, on va avoir des hauteurs beaucoup plus grandes et donc une précision bien supérieure. Donc il décide de faire, donc c'est l'expérience dite des liqueurs, il décide de faire l'expérience avec de l'eau et avec du vin. Alors pourquoi de l'eau, pourquoi du vin? Le vin a à peu près la même densité que l'eau, hein, un petit peu inférieure. Hein. Et alors le vin, l'intérêt, c'est aussi qu'il a un pouvoir de se vaporiser qui est plus grand. Hein. Donc, alors, il a une densité inférieure, donc ça veut dire que il doit monter plus haut dans le tube, mais il y a de l'évaporation à cause de l'alcool, hein, et donc il doit y avoir des vapeurs d'alcool et de la pression au sein du vide, et donc ça a tendance plutôt à faire baisser. La légende dit que Pascal mène une expérience à Rouen. À l'époque, il habite à Rouen. Voilà, son père a été muté à Rouen pour, si je ne m'abuse, lever les impôts du roi. Hein. Et donc, il fait l'expérience à Rouen et il fait ça en public. Il avait un don de communication assez extraordinaire. Alors, voici une illustration de l'expérience des liqueurs. Donc, vous voyez, il a fixé un tube en verre de plus de 10 mètres de long sur un mât en bois. Hein. Alors, il faut le remplir et puis on le relève. Hein, et voilà, il fait l'expérience comme ça. C'est très compliqué. D'abord, c'est très compliqué de fabriquer des tubes d'une telle longueur. Hein. Donc, il nous est dit dans les livres que les verriers de l'époque étaient travaillés comme des dieux, hein, donc étaient capables de fabriquer des tubes de cette longueur. Alors, on peut pas, certainement pas des tubes d'un seul tenant, hein, mais des petits tubes qu'on scellait les uns aux autres, hein, pour arriver à une telle longueur. Bon, Alexandre Coiré, dans un congrès en 1954, met en doute que cette expérience ait pu être faite. Hein, parce qu'en fait, c'est très compliqué. Hein. D'abord, selon la température, selon la pression, évidemment, le liquide ne va pas monter à la même hauteur. Ensuite, le vin, qu'est-ce que c'était? Il semblerait qu'il ait ajouté de l'alcool dans le vin. Alors, mais selon le degré du vin, évidemment, c'est intéressant, il prend du vin rouge, ça permet de mieux voir le niveau. Hein. Mais selon le degré du vin, eh bien, on a plus ou moins d'alcool. Donc c'est une opération qui est extrêmement compliquée, voilà, sur laquelle il y a eu quelques doutes. Hein. Cependant, un de nos scientifiques, Armand Lenoxet, hein, a, en 2010, à Paris, à Orsay même, hein, refait l'expérience, hein, et montré que finalement c'était tout à fait possible qu'il ait effectivement parvenu que Pascal soit parvenu à faire cette expérience. Alors évidemment ensuite il y a l'expérience de la pression. Alors l'idée c'est que la pression elle vient de quoi, hein? À chaque fois on voit dans toutes ces expériences que la hauteur du liquide est quelque chose qui est importante. Hein, et donc, si c'est l'air qui exerce une pression, eh bien, on peut imaginer que, en montant en altitude, la pression de l'air doit être plus faible. Hein. Et donc, Pascal, qui était fragile, dont la santé était fragile, hein, s'adresse à son beau-frère, Perrier, hein, Florin Perrier, et il lui explique, voilà, par de longs courriers, comment il devrait procéder pour essayer de mener l'expérience en montant au sommet du Puy-de-Dôme. Et donc Perrier, tout à fait heureux, assure cette expérience, coaché drivé, commandé parlons français, par Pascal, hein, et effectivement il montre que le vide, la hauteur de vide, au fur et à mesure qu'on monte, devient de plus en plus importante. Donc là, la preuve est faite qu'on
On ne peut plus continuer à dire que la nature a peur du vide, sinon ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que la nature n'a pas la même peur du vide selon l'altitude, hein, puisque au fur et à mesure qu'on monte, la part de vide au-dessus du liquide est de plus en plus importante. Voilà, alors il fait une deuxième expérience, c'est l'expérience du vide dans le vide, qui est assez marrante aussi, hein. Donc on voit ici, alors donc le vide, c'est terminé, hein. Effectivement, ça existe, hein, et l'horreur du vide, c'est terminé. Alors de mon point de vue, cette idée, cette démonstration du vide est absolument essentielle, et je suis convaincu que c'est ça ce qui a inspiré Newton pour pouvoir imaginer l'espace dans lequel se développe sa physique, hein. Pour Newton, c'est lui qui invente l'espace vide, hein, la notion d'espace vide et de temps d'ailleurs qui passe. Pour Newton, l'espace, c'est une espace boîte. Si je vide l'univers de toute sa matière, il reste l'espace, hein. Si j'ai vidé la matière de tout l'univers de toute sa matière, eh bien, il ne se produit plus rien, hein, sauf que le temps continue à s'écouler, hein. Et c'est avec ces concepts-là, qui sont absolument nouveaux à l'époque de Newton, que Newton construit complètement sa physique. Alors, dernière expérience de Pascal, eh bien, c'est celle du vide dans le vide, illustrée par ce petit schéma-là. Donc, dans un premier temps, il remplit complètement le tube. Alors donc, il y a un deuxième petit tube à l'intérieur du tube, hein. Il remplit tout ça avec du mercure, hein, et puis il retourne le tube. Quand il retourne le tube, voilà ce qui se passe, hein. Donc, un vide apparaît au sommet du mercure, hein, et sur le petit récipient qui est suspendu au-dessus, que se passe-t-il? Eh bien, puisque c'est le vide partout, à la fois dans le petit tube et dans le grand, la pression est la même des deux côtés, hein, donc le niveau est le même. Alors ensuite, il introduit de l'air à l'intérieur du gros tube. Comme il introduit de l'air, ça monte la pression à l'intérieur du gros tube, donc le niveau du mercure baisse, hein, et la pression à l'intérieur de ce gros tube va appuyer sur le petit récipient pour faire monter le mercure dans le second petit tube, hein, voilà. Et voilà, le tour est fait. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu de mathématiques, hein, parce que je suis physicien, donc je ne suis pas sur toute physique, mais bon, il a fait des choses importantes en mathématiques qui sont aussi importantes pour les physiciens. Voilà, Pascal, alors il écrivait dans une très belle langue française, hein, et pour lui, pas de calcul. Quand on regarde ses œuvres, hein, il y a des tas de dessins comme ça, vous voyez, des beaux schémas, et puis du texte, hein. Il n'y a pas de calcul. Pour lui, les calculs, les formules sont des aspects techniques, hein, pour lesquels il avait, même s'il les maîtrisait, hein, voilà, il avait un grand mépris, hein. Il écrivait pour l'homme honnête, l'homme ou la femme honnête, hein, voilà, curieux, pour les curieux, hein, et son but n'était absolument pas de séduire les universitaires ou les savants, hein, voilà. Et donc il préfère le raisonnement, éventuellement long, hein, mais sans formule. Alors les choses qu'a faites Pascal, alors donc la géométrie des coniques, c'est quelque chose d'absolument essentiel, hein, donc absolument essentiel. C'est elle qui permet de comprendre les travaux de Kepler, qui a précédé Pascal, hein. Donc Kepler, vous vous souvenez, a montré que les planètes autour du Soleil se déplaçaient sur des trajectoires qui sont des ellipses. Ensuite, il y a Galilée qui a regardé la façon dont les corps chutaient sur Terre, hein, et s'est aperçu qu'il a montré que la chute des corps sur Terre, eh bien, répondait à des trajectoires qui sont des paraboles, hein. Bon, alors, il semblait que les corps sur Terre ou autour du Soleil se comportaient différemment. Eh bien non, grâce au traité des coniques, hein, on s'aperçoit que, alors là je vais monter, on s'aperçoit que toutes ces courbes-là, hein, ce ne sont rien d'autre que des intersections entre un plan bien positionné et des cônes, hein. Donc si je fais une section, je regarde quelle est l'intersection d'un cône avec un plan qui est perpendiculaire à son axe, j'ai un cercle. Si j'incline le cercle, j'ai une ellipse. J'incline davantage,
eh bien, je vais avoir une parabole et puis encore plus une hyperbole. Donc, tout cela veut dire que toutes ces courbes-là, hein, eh bien, sont des courbes qui ont exactement la même nature. Il est possible d'écrire une équation qui représente toutes ces courbes. Il y a juste un petit paramètre à changer. Hein, voilà. Donc, finalement, le mouvement des corps autour du Soleil ou sur la Terre, eh bien, répondent aux mêmes lois, et c'est ce qui permet à Newton, hein, eh bien, d'écrire toute sa mécanique, hein, en utilisant ce concept d'espace et de temps qu'il nous a proposé. Alors ensuite, Pascal s'amuse avec le triangle arithmétique. Hein, donc le triangle arithmétique qu'on appelle souvent triangle de Pascal, hein, ce n'est pas Pascal qui l'a inventé, mais par contre il l'a beaucoup utilisé. Et il a regardé ce qu'on pouvait en faire. Hein. Donc une façon de le présenter plus courante, c'est plutôt celle-là. Hein. Donc vous voyez, on écrit 1, puis 1, 1, puis ensuite on remplit les lignes suivantes, hein, en faisant la somme des deux chiffres qui sont à gauche en haut. Donc voilà, 1 plus 1 ça fait 2, en dessous 1 plus 2 ça fait 3, etc. Alors, c'est une façon assez marrante de mettre dans un certain ordre des nombres, hein, et il se trouve que ces nombres qui sont alignés là correspondent exactement à ceux dont on a besoin pour écrire le développement d'un produit comme celui-ci. Vous voyez, a plus b à la puissance n. Hein. Alors, si n est égal à 2, c'est a plus b au carré. Ben, ça s'écrit, quand je le développe, A2 plus 2AB plus B2. Hein. Et donc, on retrouve les coefficients 1, 2, 1. Voilà. Si j'élève à la puissance 3, on retrouve les coefficients 1, 3, 3, 1. À la puissance 4, 1, 4, 6, 4, 1. Hein. Voilà. Donc, donc, il réfléchit à la façon dont fonctionne et la façon dont on pourrait tirer des tas de choses de ce triangle. Hein. Et parmi les conséquences, la 12e conséquence qu'il tire de cela, hein, eh bien, c'est celle sur le principe d'induction complète, hein, que les élèves connaissent sous le nom de principe de récurrence. Qu'est-ce que c'est que le principe de récurrence, hein? Voilà. On démontre une formule. Alors, on a une formule, hein, voilà, qui est vraie à un certain rang n, hein, et puis on montre que si elle est vraie au rang n, alors elle est vraie au rang n plus 1, nécessairement. Hein. Et si on a initié cette récurrence, au rang 0 ou au rang 1, eh bien, du coup, la formule qu'on a établie, elle est vraie pour tous les nombres jusqu'à l'infini. Hein. Donc, grâce à cela, eh bien, on peut écrire une formule qui est vraie jusqu'à l'infini. Donc, c'est là où Pascal touche la notion d'infini et même d'infiniment grand. Alors ensuite, Pascal travaille sur la géométrie des indivisibles. Alors la géométrie des indivisibles, c'est quelque chose qui est en lien avec ce type de dessin. Là, on a une surface, hein, que l'on va découper ou que l'on va remplir avec des lignes. Hein, voilà. Alors cette surface que l'on remplit avec des lignes, vous voyez que, eh bien, on devine que si on s'y prend bien, on va pouvoir calculer l'air qu'il y a sous la courbe. Hein, voilà. Alors, si cet air qu'il y a sous la courbe, là, voilà, si c'est une somme de surface de rectangle, on va l'écrire comme ça. Hein. L'air, c'est la somme. Alors, le signe sigma, hein, c'est la lettre grecque S qui renvoie à l'idée de la somme. Hein. Donc, ce qui est écrit là, hein, ça veut dire que ce que j'écris à droite du signe égal, hein, eh bien, c'est une somme de nombres de grandeurs qui ont toute cette allure-là, donc delta f de x. Delta f de x, c'est la hauteur de la fonction f qui est ici posée verticalement, hein, en ordonnée, hein, et le delta x indice i, c'est la largeur d'un rectangle. Hein, voilà. Eh bien, voilà, donc ça, c'est un truc qu'on fait brutalement si on fait la somme d'un certain nombre de surfaces. Hein. Et on voit que si on fait tendre la largeur de chaque rectangle vers une grandeur petite, infiniment petite, eh bien, on arrive à une nouvelle façon de calculer l'air, hein, et c'est le calcul intégral. Donc, avec sa géométrie des indivisibles, l'utilisation de la géométrie des indivisibles, qui est vue à Cavalieri, eh bien, Pascal initie
les travaux de Newton et de Leibniz, hein, qui aboutiront au calcul infinitésimal et nouveau calcul, l'intégrale. Donc là, cette espèce de spaghetti, là, c'est aussi un S, hein, mais qui est une somme continue, alors que sur la gauche, c'est une somme discrète. Pascaline, on ne peut pas parler de Pascal sans parler de son invention. Donc, je vous rappelle, son père était nommé à Rouen pour, en gros, lever les impôts du roi, donc il y avait des tas de comptes à faire. Hein, et donc, il invente une machine qui peut calculer. Hein, et donc, voici plusieurs exemplaires. Hein. Alors, c'est une machine qui fonctionne avec plusieurs bases. Hein. À l'époque, on n'était pas en base 10 pour la monnaie. Hein. Alors là, on avait 12 deniers pour faire un sou, je lis mes notes, hein. Puis 20 sous pour faire une livre, et puis au-delà, on avait la base 10. Donc, il avait des machines qui fonctionnaient avec 3 bases simultanément. Voilà. Donc, ces machines, il doit en rester une petite dizaine dans le monde, dont 6 ou 7 sont conservés au Conservatoire des Arts et Métiers à Paris. Voilà. Alors, dernière petite chose, une citation de Pascal, je finis par cela. Hein. Donc, Pascal, sa façon de voir, c'est que voilà, la relation entre la matière et la pensée, hein, entre la matière et l'humain finalement, quel rapport entre la matière et l'humain. Donc pour lui, la matière, elle ne pense pas. La matière ne pense pas, l'homme pense, hein, et c'est une spécificité de l'homme de penser. Hein. Et pour penser, eh bien, il faut se regarder, il faut se mettre mentalement à l'extérieur du monde, hein, à l'extérieur de l'espace, et même à l'extérieur du temps. Hein. Voilà. Et ça amène Pascal à dire, voilà, nous errons dans des temps qui ne sont pas les nôtres. Alors ça, c'est absolument génial, parce que depuis Einstein, on comprend ce que ça veut dire. Hein. Einstein était entièrement d'accord avec ça. Donc, cette citation-là me fait penser à un mot de Nathalie Sarraute qui disait les mots servent à libérer une matière comment disait-elle, une matière silencieuse, hein, qui est bien plus vaste que les mots eux-mêmes. Hein. Et bien, c'est exactement ça ce qui se passe ici. Hein. Pascal, nous disant cela, nous dit des choses que les scientifiques ont découvert tout à fait au début du XXe siècle. Aujourd'hui, nous savons que la façon dont le temps s'écoule sur notre tête n'est pas la même que celle qui s'écoule à nos pieds. Hein. Donc, voilà. Dans quel temps sommes-nous? Hein? Eh bien, voilà, nous vivons dans des temps qui ne sont pas les nôtres, c'est sûr. Eh bien, voilà ce que je peux vous dire. Si vous avez quelque chose